Bonjour à tous, chers collègues. Je suis très heureux de présenter cette première table ronde avec, paritairement, dans tous les sens du terme, à la fois l'APEP et l'APAG. Alors ça a été rappelé par nos deux amis précédemment, les mots, je cite, l'enseignement de l'éducation civique sont remplacés par les mots l'enseignement moral et civique. Et c'est ainsi dans la loi du 13 mars 2013, dans son article 23, qui est introduit sur les vestiges de l'ancienne éducation civique, dénommée ECJS, éducation civique, juridique et sociale au lycée, précédemment instruction civique, et bien qu'un nouvel enseignement, sous l'effet, il faut bien dire, des exigences d'une société, et cela n'est pas nouveau, qui demande toujours plus à l'école, et cela a été réaffirmé après les attentats de janvier 2015. Alors depuis une vingtaine d'années, le champ disciplinaire, car nous parlons bien ici cet après-midi d'une discipline, c'est-à-dire d'un champ doté d'un horaire, d'un programme, parfois de manuel, pas trop, de protocole pédagogique, d'évaluation, bref, une discipline qui n'a cessé de s'élargir. Une simple lecture rapide de la collection des bulletins officiels de l'éducation nationale, par exemple depuis la publication des programmes de collège, qui remonte en 1996, suffit à le démontrer. Dans cet enseignement, quelles que soient ses dénominations successives, eh bien, tout ce qui touche à la vie en société, dans une conception très ouverte et même extranationale de la citoyenneté, relève de ce champ disciplinaire, aujourd'hui EMC. On a l'impression que tout devient citoyen, une sorte d'adjectif. Donc évidemment, le cœur, c'est politique, mais on voit aussi, encore dernièrement, une circulaire sur la sécurité dans l'établissement scolaire, qui est prélude, je cite, à donc une éducation à la citoyenneté. L'environnement, avec le développement durable, qui est présent dans tous les niveaux de l'école primaire jusqu'au lycée. Dans ces mêmes circulaires, ou notes de service, on trouve déjà, c'est intéressant, les notions de morale, de la responsabilité, on n'a pas attendu 2013, morale citoyenne, c'est intéressant, le mot citoyen qui devient un adjectif. Ou encore de morale civique. Là, c'était la circulaire dite de rentrée d'octobre 1997. Et c'est finalement cette dénomination qui a été choisie donc, dans la loi du 13 mars 2013. Donc, la question de départ qui a animé nos amis de l'APEP et lui-même à la PAG, c'est au fond qu'est-ce que ce nouvel enseignement, si nouveauté il y a, si basculement d'ailleurs il y a. Quelle morale est retenue en EMC? Le mot morale, d'ailleurs, doit être examiné. C'est l'occasion, peut-être, pour nos différents intervenants, notamment nos collègues philosophes, parce que le terme de morale était tombé en désuétude dans l'enseignement, après 1968, évidemment. Morale qui était issue de la deuxième moitié du XIXe siècle, dans nos enseignements. Je pense à Edgar Quinet, par exemple, en 1850, qui distingue donc la morale laïque de la morale religieuse. À ma connaissance, d'ailleurs, dans les textes réglementaires ou d'accompagnement que nous avons, je pense au rapport du 23 avril 2013, morale laïque pour un enseignement laïque de la morale, qui a été cité par le président Nicolas Franck, rapport d'ailleurs qui a été étudié, j'en profite pour lui rendre hommage, par notre ami Eric Thiel, une de ses dernières contributions dans la revue Historien Géographe et qui est en ligne sur le site de la PAG. Et donc je rends hommage à mon collègue Eric Thiel, qui aurait aimé être là, je suis sûr, aujourd'hui, qui est décédé il y a quelques semaines. Eh bien, comme le disait Eric, il y a peu de définitions dans ces textes, mais au contraire, il y a une grande inflation écrite, je le cite, des applications de la morale, didactique, politique, éthique, philosophique, tant et si bien qu'au fond, et c'était là notre question de départ, plus on a cette inflation de textes et de références à la morale, et plus sa définition s'obscurcit. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien, donc c'est l'occasion justement d'y voir plus clair, quelles sont les frontières et les enjeux de ce projet éducatif. Donc dans cette table ronde, et je vais laisser la parole à nos 4 collègues, il nous a semblé opportun de revenir dans un premier temps sur la nature de cet objet d'enseignement, nature donc parfois confuse, entretenue, on vient de le voir, parfois par les dénominations de l'institution, mais aussi de la concurrence, il faut dire, que traverse ce projet scolaire, et de la concurrence des formules aussi qui les expriment. Quels sont donc les objectifs dans un deuxième temps de l'EMC, dans les programmes, à travers les regards croisés de 4 praticiens venus d'horizons différents, le lycée, l'enseignement supérieur et la formation des maîtres, le collège, le lycée professionnel.
Voilà, quels sont ces objectifs, qu'est-ce que cette morale civique comme objet d'enseignement. Et enfin, on pourra se poser la question, au fond, en quoi l'EMC, l'enseignement moral et civique, est au carrefour des enjeux de la société, tant il est vrai que cet enseignement, on le sait bien, nous tous ici, n'est pas un enseignement comme un autre, sans doute parce qu'il nourrit une ambition très élevée, ça a toujours été le cas, c'est-à-dire une mise en cohérence d'un discours, les principes, les valeurs de la République, sans cesse rappelées, le respect des règles et des lois, mais aussi mise en cohérence avec les pratiques sociales immédiates. C'est-à-dire, on se demande toujours dans cet élément comment donc mettre en cohérence les principes avec les comportements. Comment, en tant qu'élève, dois-je me comporter à l'école? Et donc, en arrière-plan, c'est bien la question fondamentale des relations entre l'école et la société qui est posée. Et donc, la première question que je vais poser à nos intervenants, c'est peut-on, donc, à ce sujet de l'EMC, proposer quelques repères simples et lisibles pour donner tout son sens à cet objet pédagogique. Alors, dans une sorte d'ordre chronologique, on aime bien ça en histoire, et bien je vais laisser la parole à notre ami Antoine Imbaud, qui représente la commission des collèges de la PSG, qui est secrétaire de la régionale de Lorraine, donc qui montre qu'on a ici une journée à dimension nationale, et qui enseigne au collège Le Rappel à Cocherel, donc en Lorraine, et donc je te laisse la parole pour 15 minutes. Bien, chers amis, bonjour à tous et merci d'abord de votre présence. Et je ne vais pas m'attarder sur les remerciements auprès des différents organisateurs. Toutefois, pour répondre à ta question, cher Marc, je commencerai par une formule lapidaire. Il est coutume chez les historiens de reprendre la formule de Lacoste selon laquelle la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Eh bien, au collège, l'EMC, ça sert d'abord à faire la paix. Et je vais tenter de vous expliquer brièvement que l'EMC, si vous pardonnez l'anagramme, c'est d'abord vendre du rêve, c'est avoir les pieds sur terre, c'est pousser le rocher de Sisyphe, et c'est mettre l'humain avant toute chose. Alors, comme l'a dit Marc, je ne suis pas là pour commenter le programme, ni pour vous lire les instructions du BO, que beaucoup d'entre nous, je suppose, sans procès d'intention, méconnaissent, car dans la salle, nous sommes peu à pratiquer l'EMC avec le cycle 3 du collège, c'est-à-dire la classe de 6e, et le cycle 4 jusqu'à la 3e. Je vois beaucoup de collègues de lycée qui ont l'habitude d'avoir affaire à des élèves beaucoup plus âgés, peut-être plus matures, quoique. Toutefois, vous pardonnerez le vide conceptuel de mon discours, ami philosophe, car évidemment, face à des enfants de 11 ans, il ne s'agit pas d'une explicitation de texte, il ne s'agit pas d'une mise en abîme de tel ou tel concept, tel la laïcité, la parité. Il s'agit plutôt de leur mise en pratique et de la confrontation avec un certain réel. Et c'est pour ça que je vous disais qu'au départ, l'EMC s'est fait pour vendre du rêve. Par exemple, des élèves de 6e qui, découvrant le collège, passant dans le monde obscur du multiprofessorat, découvrent qu'ils ne peuvent plus accueillir avec eux l'enfant handicapé en fauteuil roulant, qu'ils avaient l'habitude d'aider en classe de CM1, CM2. Et là, tout de suite, l'enfant comprend, en tant qu'élève et en tant que futur citoyen, que l'État auquel le professeur souscrit et que l'État défend, pardon, que le professeur défend, eh bien, l'État est à l'origine d'une discrimination intolérable et insupportable. Alors, voilà un des premiers objectifs de l'EMC, faire que le futur citoyen soit un acteur de la transformation de la cité. Et après tout, les petits 6e en question, qu'est-ce que l'enseignant peut faire avec eux? Eh bien, commencer les démarches, certes utopiques, pour obtenir le chantier d'un ascenseur qui permettra à l'enfant en question d'accéder au même cours que les autres, car le laboratoire de physique-chimie est au 2e étage, la salle du profond. Eh bien, évidemment, là, ce rêve se heurte très rapidement au réel. Il faut budgéter cela.
Il faut regarder si cela est possible. L'architecte que l'équipe contacte pourra-t-il répondre positivement à cette demande? Que va penser le conseil départemental? Que vont penser les parents lorsque l'on s'acquittera des impôts supplémentaires pour financer cet ascenseur pour un seul élève? Voilà le genre de situation qu'au quotidien, lorsqu'ils en font, les professeurs d'histoire-géographie favorisés, paraît-il, puisque eux, sûrs d'avoir au moins un temps de MC, il est vrai que la situation au lycée en comparaison est catastrophique, voilà ce que des élèves peuvent mettre en place. Ils peuvent également, dans l'utopie, aller en partenariat avec des associations du tissu local. J'en cite pêle-mêle quelques-unes. Plus, Croix-Rouge, Resto du Cœur. Voilà. Bon, c'est assez tarte à la crème, bateau si vous voulez, vu de loin, mais dans les faits, dans la vie quotidienne d'un établissement, ça donne du sens, justement, aux différentes valeurs que l'enseignant est censé incarner, que le collège est censé porter. Mais ce rêve, parfois, est vite brisé, non seulement parce que nous avons du mal avec la réalité, mais aussi parce que la réalité nous fait du mal. Et donc il faut avoir les pieds sur terre. Déjà, Hubert, je crois, a évoqué les attentats de Charlie Hebdo. Ce n'est qu'un des événements majeurs auxquels les enseignants d'histoire-géographie, comme professeurs d'éducation morale et civique, ancienne éducation civique, auxquels ils ont dû faire face. Et là, évidemment, face à des enfants, le piège du pathos, le piège de la crise et de l'émotionnel est évident. Je vous rappelle toutefois que dans l'EMC, un des premiers objectifs est également de réussir à exprimer sa propre sensibilité. Et donc dans des moments comme cela, la compétence du professeur d'histoire-géographie, là je rejoins entièrement les mots qui ont été prononcés par monsieur le président de l'association des professeurs de philosophie, eh bien, la compétence disciplinaire du professeur d'histoire-géographie, elle est fondamentale et nécessaire. Qui, dans les établissements, parmi tous nos établissements respectifs, ne s'est pas tourné vers le professeur d'histoire pour demander une bouée de sauvetage, un espèce de kit de survie, j'ose le dire, idéologique, comment faire avec les élèves qui sont en état de choc ou qui sont dans le déni, ça dépend des publics auxquels on a affaire. Cette réactivité du professeur d'histoire dans l'EMC, elle est fondamentale, évidemment, comme l'a rappelé Hubert, pour combattre le communautarisme, le repli sur soi, et mettre en avant bien davantage les valeurs que nous partageons, et je répète, que nous sommes censés incarner. Je rappelle à ce moment-là que justement, face à des crises aussi complexes, on ne peut pas expliquer pourquoi un homme en tue l'autre en une seule seconde. On ne peut pas expliquer le Bataclan en une seule seconde. Il faut réinstaller des choses qui échappent de plus en plus aux élèves et aux enseignants. Un, la causalité. Redire d'où ça vient, ça veut dire enchaîner une série de causes et de conséquences, ce qui parfois pose problème, parce que les enseignements, y compris d'histoire et de géographie, ne font plus toujours forcément appel à cette causalité. Je vous rappelle que, par exemple, les troisièmes actuels sont en train, en gros, là, en ce moment, de passer de 1918 à 1933. Évidemment, c'est faux dans la pratique. Les collègues aménagent leur emploi du temps et leur façon de parler aux élèves pour glisser les années 20 et la montée au pouvoir qui en Italie, qui en Allemagne, des totalitarismes. Mais, à la lettre, les anciens programmes, un petit peu moins les nouveaux, nous font passer comme un saut de puce d'une période à l'autre, sans expliquer véritablement les causes. Ou en tout cas, sans proposer un enchaînement qui donne une logique à l'ensemble. Des événements comme ceux de l'actualité obligent les adultes à répondre aux jeunes élèves par cette causalité. Et évidemment, deuxième chose sur laquelle l'EMC est fondamentale, pour nous enseignants, et du coup également pour les élèves, c'est qu'elle nous permet
de hiérarchiser les informations dans le flot continu d'informations, dans la multitude de sources plus ou moins valides et pertinentes eu égard à l'âge et à la maturité des différentes classes auxquelles le serviteur a affaire, eh bien, il faut le regard de l'adulte pour hiérarchiser cela et baliser ce chemin. Je vous disais également que faire de l'éducation morale et civique, c'est pousser également le rejet civique. Pourquoi? Parce que parfois, y compris lorsque l'on a une équipe bienveillante, disponible, prête à monter une pédagogie de projet qui est mise en avant, et c'est de bonne loi, par les différentes inspections, dans le cadre par exemple des formations académiques qui sont proposées aux collègues. Et là je dois dire que ce que j'ai observé et ce qu'on m'a rapporté ici et là dans les diverses académies est empreint de pragmatisme. La plupart des collègues réinvestissant les recettes qui avaient déjà fonctionné dans le cadre de l'éducation civique. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Les collègues ne réinventent pas toutes leurs pratiques en une seule année. Je vous rappelle également, chers collègues, que la plupart des historiens et géographes en collège doivent refaire en théorie tout leur programme cette année sur l'ensemble des cycles de la 6e à la 3e. Alors il est évident que la case éducation civique transformée en éducation morale et citoyenne, beaucoup de collègues ne vont pas le faire, non, bien au contraire. Mais ce n'est pas forcément pour eux le meilleur moment pour tout révolutionner dans leur pratique, même si on les y incite. Alors un projet de classe, ça veut dire quoi? Eh bien, je profite de la présence de notre collègue juriste pour donner un exemple pratique qui est souvent mis en avant, avec plusieurs disciplines et souvent même sur plusieurs années, dans l'ancien cycle central qui est maintenant le début du cycle 4, 5e et 4e. On peut, dans le cadre des propos sur la justice, travailler avec un ancien juré d'assises qui vient comme témoin auprès des élèves, donc là il y a une rencontre. On peut travailler avec un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. On peut mettre en théâtre un procès écrit ou pas par les élèves. On peut travailler sur l'histoire de grands procès. On peut travailler sur une exposition qui est itinérante. On peut évidemment visiter, par la grâce du procureur, un tribunal correctionnel. Et c'est là que le bas blesse, parce que parfois, toutes ces pédagogies de projet peuvent être, et là je vais en heurter, peuvent être contre-productives. Car mes élèves, après avoir emmagasiné toutes ces connaissances, toutes ces pratiques, ne comprennent pas pourquoi la peine est si faible lorsqu'ils ont affaire au verdict donné par les instances judiciaires. Évidemment, c'est le métier de l'enseignant aussi d'expliquer pourquoi il y a ce décalage. Mais une généralité, il est compliqué parfois pour le corps enseignant de défendre des valeurs lorsqu'il a la sensation ou lorsque les élèves ont la sensation que l'État ne porte pas totalement ces valeurs. Et lorsque on peut avoir le sentiment d'une injustice, alors le discours de l'enseignant, qui est lui-même une partie de l'État, dans certains établissements, devient totalement illégitime. Ouais, on a une question là-dessus ultérieurement, bien sûr. Je disais également, et c'est mon dernier point, je te rassure, que le MC en collège, c'est d'abord mettre l'humain avant toute chose. On pourrait dire vivre ensemble au-delà des différences. Et là, je vais vous donner un exemple qui, pour moi, est très important, des difficultés que rencontrent les collègues dans le cadre de la réforme, justement, du collège, qui incite, sinon qu'oblige, les collègues à évaluer par compétence, et non plus par savoir. Je ne vous dis pas que c'est une mauvaise chose, je vous dis juste, voilà un cas. Débat réglé, donc la
troisième, et à un moment donné, sur les valeurs morales de la société, est abordée la question de l'IVG. Vous avez une élève qui vous explique, avec un discours très argumenté, qu'en termes de croyances personnelles, la loi obéit la heurte, qu'elle comprend tout à fait la nécessité de la loi, on dirait le discours d'un adulte qui a réfléchi des heures à la question, qui l'exprime très bien, qui tient compte des arguments des autres, qui modère son propos, qui réussit à en convaincre en partie d'autres élèves. L'adulte, à ce moment-là, est plus un animateur qu'un professeur. Et qu'est-ce que vous lui donnez comme évaluation à cet élève? Est-elle dans l'insuffisance? Je vous rappelle que dans le cadre du livret scolaire unique que les enseignants sont en train d'apprivoiser, les compétences qui remplacent les notes, si vous préférez, se résument à 4 valeurs numériques, celle-ci. Insuffisant, fragile, satisfaisant, très bien. Alors mon élève, là, qui exprime le fait qu'elle est tout à fait contre la loi et qu'elle considère un médecin avorteur comme un assassin, et qu'il explique comme tel avec tout un background culturel qui est facilement identifiable. Dois-je dire qu'elle est insuffisante? Ou dois-je dire qu'elle a totalement réussi et qu'elle est allée au-delà des prescriptions de l'enseignant, puisqu'elle était capable, dans le cadre du débat argumenté, de tenir compte de la parole d'autrui? Vous voyez le problème. En l'occurrence, nous pourrions être inquiets de ce qui va se passer au mois de juin. Au mois de juin, il y a les épreuves écrites du fameux diplôme national du brevet. Un sujet zéro a été proposé il y a quelques mois, à la sagacité des collègues. Vous pouvez le trouver facilement sur EduScol. Pour la partie éducation civique, ou plutôt politique, EFC, une affiche d'une réunion à propos d'un débat sur la laïcité est proposée, avec quelques extraits de la charte de la laïcité qui est présente dans tous les établissements et qui est censée être commentée d'ailleurs à la rentrée par tous les personnels. On demande aux élèves de retrouver sur le document quelques valeurs et d'identifier quelques symboles de la République. D'autres questions portent sur la charte de la laïcité elle-même. Et enfin, on leur demande de rédiger un paragraphe dans lequel, en gros, on leur demande d'expliquer la laïcité à la française dans leur établissement comme s'ils parlaient à un correspondant étranger découvrant le milieu dans lequel ils évoluent. En soi, beaucoup de collègues, comme moi praticien, si j'ose dire, se réclamant du terrain, se sont arrachés le peu de cheveux qu'il leur restait en disant « mais c'est de la philo ». À vrai dire, en ce qui me concerne, je dirais plutôt que je vois là une épreuve qui va renforcer les contrastes entre les élèves, car si au bout de 2, 3, 4 ans d'EMC, vous multipliez les pratiques pédagogiques, comme vous l'avez compris, avec, j'espère, les exemples que je vous ai cités tout à l'heure, à la fin, vous êtes tout de même sur une évaluation écrite qui va dépendre grandement de la maîtrise de la langue, et non pas de la pratique qu'a pu avoir l'enfant, adolescent, élève dans le collège. Il y a là quelque chose qui est contradictoire et qui me semble poser problème. Une phrase de conclusion. Contrairement à Topaz, rappelez-vous Fernandel, pour la version filmée, l'argent ne fait pas le bonheur, dans le cours de morale, dans la leçon de morale, l'EMC, qu'est-ce que ça devrait être? Non, ce n'est pas un cours de morale, on est d'accord. C'est une variété de situations et des apprentissages. C'est un lieu d'expérimentation des pratiques pédagogiques. C'est le meilleur endroit pour les collègues qui n'ont pas testé le débat, qui n'ont pas testé la mise en îlot, qui n'ont pas testé la classe inversée, qui n'ont pas testé toute une série de façons de faire. C'est le meilleur endroit pour le faire. Pourquoi? Parce que les prérequis, les préacquis par l'élève sont peut-être là les moins importants. Mais il y a une grande difficulté avec ce discours-là, qu'on entend très souvent en ce moment. C'est qu'à un moment donné, il y a également transmission de savoir dans l'EMC. À un moment donné, le juridique, par exemple, ne peut pas totalement disparaître. À un moment donné, la souplesse dans la pédagogie ne doit pas nous empêcher
de dire ce qui n'ont pas à être bon et mal, mais ce qui est juste, vrai, et ce qui ne l'est pas. Par rapport à nos classes jeunes au collège, évidemment, l'importance de l'affect, du lien maître-élève, du rapport adulte-enfant est fondamentale. Et ce qui me gêne le plus, c'est que comme l'enseignant change régulièrement, l'enseignant de MC change régulièrement, d'un côté, au moins l'élève voit plusieurs façons d'être, plusieurs façons d'incarner la République, tant mieux, mais en même temps, pour vraiment noter l'élève, a-t-il progressé en termes de citoyenneté? Alors il faut pouvoir l'observer longtemps, sur une période importante, et pas seulement sur une séquence. Mes élèves qui sont allés voir Emmaüs grâce à un collègue, sont-ils devenus plus solidaires? En un quart d'heure? C'est une blague, c'est sur plusieurs années que, éventuellement, la justesse d'un jugement serait pertinente. La crainte de la disparition du juridique, la question des moyens, tout ça va avec la réforme du collège. N'oublions pas de relativiser. Je vois mes élèves par paquet de 26, voire de 27, voire de 28, 55 minutes d'affilée entre deux sonneries, et au mieux, si j'en fais beaucoup, le MC occupera une bonne petite heure dans la semaine. L'enseignant ne peut pas remplacer le tissu familial, malgré les carences de notre société. Et donc pour moi, l'éducation morale et civique, c'est comme la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un horizon, c'est un objectif, c'est une conviction. Ce n'est pas seulement un bouche-trou pour les emplois-mutants. Je vous remercie. Merci beaucoup Antoine. Il y a une nouveauté dans l'application de ce nouvel enseignement moral et civique, c'est son introduction de façon obligatoire avec les moyens dont justement on va rappeler et les programmes nouveaux qui sont en œuvre dans l'enseignement professionnel. Et nous avons la chance d'accueillir notre collègue de la PSG, membre du bureau de la Régionale Île-de-France, qui représente aussi la PSG donc à la commission professionnelle, dans la commission nationale, Iris Nager, qui est à la fois doctorante à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense et qui est professeur donc, dans l'enseignement professionnel au lycée Jules Michelet, voilà, de Fontenay-sous-Bois, dans l'académie de Créteil. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter de manière assez rapide, d'abord, dans un premier temps, les programmes de lycée professionnel concernant l'EMC, donc l'éducation morale et civique. Et ensuite, je reviendrai justement, je rebondirai sur les collègues de philosophie qui ont parlé tout à l'heure de la définition du terme de morale, justement, et des finalités d'examen du terme de l'EMC dans la voie professionnelle. Alors, selon le BO du 25 juin 2015, l'EMC doit transmettre un socle de valeurs communes. Je passerai assez rapidement sur la question, puisque j'ai aussi des collègues qui vont présenter en lycée général, en voie générale, les mêmes spécificités. La dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité, l'esprit de justice, si je toujours cite le BO, le respect de la personne, l'égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance et l'absence de toute forme de discrimination. Toutes ces choses seront à traiter en l'espace de 14 heures, voire 15 heures par an. Mais il est intéressant de voir justement les enjeux et les finalités à travers ce peu de temps restreint dans l'année et de voir comment justement on peut assouplir et porter la réflexion chez un adolescent de 15 ans justement sur la question de la morale, non pas au sens évidemment poussiéreux des anciennes valeurs républicaines du 19e siècle, je pense notamment à la leçon de choses, mais plutôt sur notamment la question de responsabilité et la question de la réflexion individuelle portée du citoyen, justement, comment être acteur de la citoyenneté en tant qu'individu. Alors, quelle réalité en voie professionnelle? L'apprentissage de valeurs républicaines a une acuité toute particulière dans les publics de lycée depuis les attentats, notamment de 2015. Ces notions interrogent les élèves, fait l'objet de multiples contresens et d'interprétations parfois hasardeuses de leur part. Les polémiques sont parfois fréquentes, certaines dérives aussi communautaristes
et ça on le retrouve un petit peu dans tous les établissements, que ce soit en voie professionnelle ou en voie générale, véhiculée notamment par les réseaux sociaux. Néanmoins, ce constat est-il une réalité propre aux élèves fréquentant la voie professionnelle, ou est-il plutôt lié à un marquage socio-spatial, et je pense notamment, plus particulièrement en Île-de-France, creusant le fossé des représentations entre les élèves. Alors, cet enseignement s'adresse à des élèves et apprentis, inscrits au lycée professionnel ou en centre de formation, les CFA. Dans les nouvelles grilles horaires du CAP, BEP ou Bac Pro, un horaire spécifique pour l'EMC d'environ 14 heures par an, prélevé sur le bloc lettres, histoire, géographie, donc plutôt pour les professeurs qui ont la bivalence, c'est-à-dire les professeurs de lettres, histoire, est individualisé. L'EMC se substitue à l'éducation civique dans les textes des épreuves de CAP, BEP, Bac Pro et de DNB, ce qui rend nécessaire la prise en charge de ces enseignements par donc, les collègues de lettres histoire pour préparer ces examens qui seront toujours une épreuve ponctuelle. Alors, il prend également appui sur les différents dispositifs qui organisent la vie des élèves dans les établissements, je pense notamment au CVL et à la MDL, et la formation morale et civique et la responsabilité de toute la communauté finalement éducative en raison des objectifs poursuivis par cet enseignement. Alors voyons dans un premier temps justement les programmes en EMC dans le lycée professionnel. Alors en bac professionnel, le programme indique en voie générale, technologique et donc, professionnelle une progression pédagogique répartie en thèmes. Ces thèmes, on les retrouve dans toutes les voies. La personne et l'état de droit, égalité et discrimination en classe de seconde, exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne, ainsi que les enjeux moraux et civiques de la société et de l'information en classe de première, pluralisme des croyances et laïcité, et biologie, éthique et société-environnement en classe de terminale. Alors, au lycée, 4 types de compétences sont évaluées, mais je ne reviendrai pas dessus, puisque une autre collègue s'en chargera aussi. Et ces compétences ont cette finalité de porter sur une réflexion rétrospective en classe. Ces travaux peuvent être redevables de différentes formes d'évaluation. La démarche de recherche en groupe de manière individuelle, notamment je parle par exemple je pense au CDI, pourquoi pas amener justement l'élève à travailler en amont sur la définition d'une notion pour ensuite la réutiliser en débat cadré par l'enseignant. Alors en CAP, nous avons une moyenne à peu près de 15 heures sur 2 ans. 4 thèmes sont retenus au lieu des 6 thèmes. La personne et l'état de droit, égalité et discrimination, exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne, et pluralisme des croyances et laïcité. Sachez qu'en plus, 3 thèmes doivent être abordés parmi les 4 proposés, donc c'est assez restreint. Le thème intitulé « Exercer sa citoyenneté dans la République française » est obligatoire, bien évidemment. Comme toutes les séries du lycée, 4 types de compétences sont évaluées, et l'enseignement moral et civique a pour objectif de permettre aux élèves de saisir les enjeux civiques de l'appartenance d'une part à un état de droit, garant des libertés individuelles et collectives, et de l'égalité entre tous les citoyens, et d'autre part une société démocratique contemporaine. Les élèves réfléchissent aux principes de liberté, d'égalité, de laïcité et de justice. Donc pour chaque thème, les questions éthiques et civiques sont étroitement liées et aucune de ces dimensions ne doit être négligée. C'est pour ça que la bivalence en français et en histoire-géo a toute sa part en lycée professionnel parce qu'elle nous permet justement de rebondir sur les différentes thématiques abordées dans les programmes des 2 disciplines. Voyons maintenant en 3e prépa pro. L'EMC est articulé aux finalités éducatives générales définies par la loi du 8 juillet 2013 et notamment dans l'arrêté du 12 juin 2015. Sachez que la 3e prépa pro conserve le même programme qu'en collège, mais avec un programme allégé. Il est comptabilisé parmi les 3h05 par semaine d'histoire-géographie, donc ce qui correspond à peu près à une demi-heure d'éducation morale et civique sur une semaine. Les thèmes sont les suivants, je vais dire de manière assez rapide, la sensibilité, soi et l'autre, le droit à la règle, les principes pour vivre avec les autres, le jugement pensé par soi-même et avec les autres, l'engagement, agir individuellement et collectivement, et enfin,
L'étude permet à l'élève de comprendre l'importance du vote dans une démocratie. Je pensais notamment, pour parler de manière très concrète, au vote des délégués en classe, et notamment à la vie scolaire et à la MDL, pourquoi pas avec intervention du CPE. Ces choses-là sont très concrètes et permettent de donner un cadre très réaliste, très concret aux élèves. L'enseignement moral et civique doit avoir un horaire spécialement dédié, donc, et il, contrairement, alors je pense qu'il est aussi de même avec les collègues en collège, mais il y a donc une partie EMC dans le DNB. Alors, justement, voyons les exigences de l'EMC en bac, BEP, CAP et DNB. Contrairement aux voies générales et technologiques, l'EMC présente une finalité d'examen au bac professionnel. De même, au BEP et au DNB, une épreuve est présentée aux élèves. L'EMC est un savoir pratique au savoir-vivre. Il faut donc discerner l'effet des normes d'action, distinguer règles qui sont des normes qui s'imposent et les valeurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une définition de morale, mais on est davantage, et donc pas de moralisation ni d'argument d'autorité, il s'agit davantage de donner pour objectif de retrouver les raisons d'une norme, et notamment par les textes et par les sources normatives. Je pense par exemple aux textes juridiques, aux législations européennes, etc. Et ces raisons ne sont pas des arguments d'autorité, mais des arguments substantiels qui s'ancrent dans des leçons de l'expérience. Alors, en bac. En classe de terminale, l'enseignement moral et civique se centre d'une part sur l'un des piliers fondamentaux des sociétés démocratiques, c'est-à-dire la reconnaissance du pluralisme des croyances, qui a une résonance toute particulière ces derniers temps. D'autre part, sur la façon dont s'organisent dans l'espace démocratique de grands débats sur les questions d'éthique, posées par la biologie et la médecine, c'est-à-dire biologie, éthique, société et environnement. Alors ce sont des thèmes qui interrogent plus particulièrement les terminales, parce que justement par leur maturité et leur réflexion, ils sont à même à répondre à ces questions et ils sont généralement très demandeurs et posent des questions et sont très intéressés. Ce sont avant tout des adolescents qui sont en réflexion permanente et je déplore notamment le manque de la discipline de philosophie en lycée professionnel, car ça reste effectivement des élèves en devenir et ce sont des citoyens lambda qui ont besoin, comme tous les autres, à avoir recours à un enseignement philosophique. Pour être plus concret, en baccalauréat, l'épreuve est sur 4 points et porte sur 1, voire 2 documents soumis à des questions d'analyse. Alors, on voit qu'il y a donc une finalité. Ces finalités nous permettent de les évaluer non pas sur leur capacité d'annoncer un cours finalement de catéchisme moral et républicain, mais davantage de vérifier leur réflexion portée à titre individuel sur des notions qui au contraire englobent et intègrent l'individu dans sa société. On parlait tout à l'heure du contrat social, c'est tout à fait en cela qu'est comparable cette épreuve. Alors, au BEP maintenant. En classe de première, les élèves réfléchiront au lien qu'il existe entre société démocratique et société de l'information. Pour chaque thème, les questions éthiques et civiques sont étroitement liées, encore une fois, et 2 thèmes, donc exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne, et les enjeux moraux et civiques dans la société de l'information, c'est-à-dire les médias, ce qui suit finalement le programme de français en seconde. Donc on peut voir qu'il y a aussi peut-être une réflexion portée sur 2 ans, ce qui peut être intéressant, notamment pour l'interdisciplinarité. En bac pro, donc je ne reviens pas dessus, l'épreuve est notée sur 10 points dans le cadre du DNB. Et par contre, il est à noter qu'en CAP, il n'y a pas de finalité d'examen en CCF, ce qui est, à mon sens, quelque chose qui manque, puisque l'élève de CAP est lui aussi finalement noté en histoire-géographie et sa réflexion devrait être aussi mise en valeur. Pour finir, l'EMC et l'interdisciplinarité. Alors, tout à l'heure, notre collègue a parlé de pluridisciplinarité, mais force est de constater qu'en lycée professionnel, il faut davantage parler d'interdisciplinarité, puisque le professeur d'histoire-géographie a la bivalence. Il enseigne à la fois le français et l'histoire-géographie. Alors, cette particularité a aussi ses avantages, puisqu'elle nous permet de répondre à la fois à des enjeux
dans les programmes d'histoire, mais aussi dans les programmes de français, de revenir sur des notions qu'on a évoquées 2 jours plus tôt. Et on peut aussi du coup mettre en rapport un projet d'établissement sur justement le rapport entre le français, les questionnements à partir par exemple de l'étude d'un texte et la contextualisation en histoire. Pourquoi pas? Alors je vais développer cet aspect. L'interdisciplinarité est un principe inhérent donc, au programme de baccalauréat et en CAP, et il nous permet donc une approche globale, particulièrement pertinente face aux enjeux pédagogiques relatifs aux attentes du programme de l'EMC. Elle permet de confronter à la fois les enjeux de l'exercice de contextualisation, celui de l'interprétation textuelle en français. Les programmes sont aménagés de manière à favoriser les rapprochements entre thématiques, courants intellectuels et historiques, en français et en histoire-géographie. Elle permet de faciliter la démarche de projets pluridisciplinaires avec des enseignements connexes, tels que les langues, les arts appliqués, ou la mise en situation en entreprise. Par exemple, la question de la laïcité appliquée en entreprise en terminale. Voilà, on est dans le concret. On a de futurs citoyens que l'on forme, et que l'on forme de manière professionnelle, en voie professionnelle. Elle peut être envisagée dans les PPCP, alors pour reprendre la terminologie un petit peu barbare, donc les programmes projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, le GLS en bac pro, c'est-à-dire l'enseignement général lié à la spécialité, et les EPI en 3e, c'est-à-dire l'enseignement pratique interdisciplinaire. Alors, la lecture méthodique d'images en histoire des arts est largement sollicitée et permet de développer les capacités d'analyse et de raisonnement de l'élève. La démarche de recherche au CDI avec la documentaliste, par constitution de dossiers de parcours, peut être une piste aussi. L'intervention du CPE en classe pour évoquer la question du vote des délégués de classe en seconde ou en première, puis la visite de grandes institutions telles que le Parlement européen ou le Sénat, en est une autre. Je pense notamment à la collègue présente ici, qui est avocate et qui fait aussi des interventions en classe. Tout ceci sont des éléments concrets qui permettent de donner une approche réelle et concrète aux élèves en voie professionnelle. Des discussions à valeur philosophique sont envisageables en terminale avec le thème de la bioéthique, par exemple. Elles peuvent être mises en perspective en français par l'objet d'étude « L'homme et son rapport au monde au XXe siècle », par exemple, car il est à déplorer donc cette absence d'apprentissage de philosophie en bac pro, et effectivement, cette interdisciplinarité permet d'y répondre. Alors, on retrouve une certaine redondance dans certains programmes, effectivement, les médias, la question des médias est au programme en français, on la retrouve dans l'EMC en première. La laïcité en première est évoquée en histoire, mais on la retrouve dans l'EMC en terminale, mais pourquoi pas justement traiter une réflexion, un parcours de réflexion sur 2 ans, prenant en compte justement la maturité de l'élève, les projets mis en place durant l'année qui permettent de remobiliser justement tous ces apprentissages concrets qui ont été mis en place. Voilà, je vous remercie. Alors si on se fie au dictionnaire, l'adjectif civique, donc en lycée, pour l'EMC, qualifie des droits et des devoirs relatifs aux citoyens, mais aussi les vertus du citoyen, au sens du sens civique, cher à Montesquieu, l'esprit des lois, pour qui l'aime de la République, c'est la vertu. Alors justement, à ce stade de la table ronde, nous avons besoin de l'éclairage de nos amis philosophes, et donc je cède la parole avec grand plaisir à notre collègue Agathe Richard, qui est professeure à Paris, au lycée Paul Bert, pour présenter donc l'enseignement moral et civique au lycée général et technologique. Merci. Alors j'enseigne cette année au lycée Paul Bert, qui est un lycée général, et j'enseigne aussi au lycée Raspail, qui est un lycée technologique. Alors au lycée Paul Bert, le chef d'établissement a défini en fait les services de façon à ce que cet enseignement de l'EMC soit vraiment pluridisciplinaire. Donc en première, j'interviens aussi, les heures ont été partagées entre les professeurs d'histoire, de philosophie et de français. Et au niveau terminal, en terminale, l'enseignement est encore davantage pluridisciplinaire puisqu'interviennent les professeurs d'histoire et de philosophie pour la laïcité, donc avec un enseignement croisé,
Et pour la question de la bioéthique, de l'éthique et de l'environnement, interviennent le professeur de SVT et de philosophie. Donc le philosophe, le professeur de philosophie intervient après le professeur d'histoire, géographie ou de SVT. Au lycée Raspail, qui est un lycée technologique, il n'y a pas du tout de MC, hein, j'ai revu les élèves hier. Mais je viens de traiter avec eux la question de la laïcité, puisque Alain Sexig m'avait demandé en fait d'intervenir dans le cadre d'un forum qui a eu lieu hier au lycée Paul Bert avec des classes que j'allais choisir. Donc j'ai choisi les élèves du lycée Paul Bert, une classe de terminale ES et une classe de STI 2D du lycée Raspail. Alors cet enseignement là sur la diversité des croyances et la laïcité, en fait c'est très bien intégré dans mon cours que je faisais au mois de novembre, puisque j'enseignais à ce moment-là le thème de la raison et de la croyance. Au lycée Paul Bert, je peux juste dire donc, ce qui s'est passé hier. C'était un grand forum qui a réuni 6 lycées parisiens. Le lycée Charlemagne a fait un exposé d'histoire de l'EMC, avec donc, puisqu'on célébrait hier l'anniversaire de la mise entre parenthèses de l'interférence du religieux sur la politique, on a appris donc, tout ce que la laïcité donc, était issue des combats menés au cours de l'histoire. Après sont intervenus donc, les porte-paroles de mes 2 classes des 2 lycées. Et on a posé donc des questions philosophiques aux intervenants, parmi lesquels donc, étaient présents Madame la ministre de l'Éducation nationale, Jean-Louis Bianco, il y avait donc Alain Sexig aussi, Isabelle de Saint-Martin, et donc les questions, pour être rapide, qui ont été posées par le lycée Raspail. C'était des questions que, quand on entend les débats entre les intellectuels et les hommes et les femmes et les hommes politiques, c'est-à-dire quand on s'intéresse à l'actualité, en fait, ils ne semblent pas, entre eux, partager la même définition de la laïcité, et cela posait problème, parce que je suis partie en fait, d'un travail que j'ai demandé aux élèves, cela posait problème à mes élèves de dire qu'il y a quand même une définition de la laïcité, et pourquoi est-ce qu'on entend un tel conflit parmi les intervenants, les intellectuels, quand on parle de la laïcité. La deuxième question était liée aux tensions qui sont extrêmement présentes dans notre société, et il demandait en quoi le principe de laïcité pouvait apaiser et apporter plus de solidarité. Enfin, la dernière question était liée à un problème vraiment profond qui existe dans le monde entier. Et l'élève, en fait, s'inquiétait du fait que la science semble impuissante à résoudre ce problème. Et donc, il interrogeait, en fait, en quoi la laïcité pourrait nous aider. Au lycée Paul Bert, il a surtout été question, en fait, du problème de l'égalité des hommes et des femmes. Une question a été faite aussi sur le problème de l'amalgame entre le terrorisme et la religion musulmane. Il y avait aussi une question sur comment faire dans l'enseignement pour que les élèves soient davantage instruits, qu'il y ait davantage de formation sur la diversité des cultures et des religions qu'ils côtoient, mais qu'ils ne connaissent pas assez. Voilà, alors ça c'était pour le forum d'hier. J'ai réfléchi en m'appuyant en fait sur le programme que j'ai lu, donc nature, finalité et enjeux de l'enseignement moral et civique. Donc je vais commencer donc avec la nature de cet enseignement. Donc pour moi cette année c'est la première fois que j'enseigne l'EMC. Alors je suis partie en fait comme ce que je fais habituellement en classe. Tous les élèves, en fait, la première fois que je les vois, je leur demande de travailler en amont, je leur demande en fait de faire une analyse de notions, que ce soit la liberté, la vérité, la justice, tout ça. Je leur demande de chercher et d'écouter autour d'eux ce qu'ils entendent et de reprendre les expressions de la vie ordinaire, de chercher aussi les mots proches, les mots opposés
et de chercher des exemples, ce qui est en fait le plus difficile, de trouver un exemple qui puisse être pertinent pour illustrer une notion. À partir en fait des expressions de la vie ordinaire, on trouve très vite des tensions, des contradictions, enfin une diversité de définitions, à partir desquelles on pose des questions philosophiques, c'est-à-dire à partir de paradoxes. Par exemple, le mot histoire, c'est aussi bien la science, l'histoire comme connaissance, que l'histoire comme l'ensemble des actions qui ont eu lieu et des grands événements. Donc c'est à partir de là en fait qu'on pose des questions dans l'enseignement classique que je fais en philosophie. Alors à présent je vais vous parler en fait de la nature de l'enseignement de l'EMC du point de vue de la philosophie et je vais vous expliquer simplement comment je l'ai mise en œuvre depuis le mois de septembre. Donc j'interviens en première S à raison de 1 heure toutes les 2 semaines. Alors, le collègue d'Histoire Géo a choisi le thème « Exercer sa citoyenneté dans la République française et dans l'Union européenne » et il m'est revenu d'avoir enseigné les enjeux moraux et civiques de la société d'information. Alors, j'ai été très heureuse parce qu'avec ces thèmes, je pense que la totalité des thèmes sont bien choisis parce qu'on est directement dans la réalité. Et donc là, on n'a pas besoin de chercher des exemples, on peut partir de l'expérience des élèves, de leur quotidien, de ce dont il est question continuellement dans l'actualité, c'est-à-dire ce qu'ils entendent à la radio, à la télévision, et ce dont ils parlent entre eux. Alors moi j'ai choisi, pour bien enraciner dans leur existence, de partir de la question des réseaux sociaux, et ensuite j'ai parlé du problème en fait du déferlement d'informations qu'on a par les médias. Donc dans le premier point, simplement, je leur ai demandé en fait de me dire un petit peu pourquoi ils sont dans les réseaux sociaux, ce qu'ils font, etc. Les avantages qu'ils y trouvent. Et donc les réseaux sociaux, comme le nom l'indique, c'est ce qui permet entre eux de faire société avec les autres, donc c'est quelque chose dont ils ont besoin, et c'est aussi quelque chose à quoi ils ne peuvent pas se soustraire. Alors, il y a des avantages qui sont immenses, puisque dans les réseaux sociaux, on peut donner une image idéalisée, on peut donner l'impression qu'on a une vie, la vie qu'on rêve d'avoir. Et donc ils éprouvent d'une part une immense liberté, une immense joie à pouvoir faire apparaître l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes aux autres. Et en contrepartie, une fois que ces informations sont postées, finalement ils ont aussi que le sentiment que les informations qui les concernent souvent intimement, vraiment dans leur vie, leur a finalement échappé. Et une fois qu'elle est envoyée, c'est devenu à jamais et définitivement incontrôlable. Donc ils m'ont expliqué aussi qu'il y a les followers, parce que donc ils m'ont dit on est très conscient qu'il y a des risques, des dangers, et donc là je leur ai expliqué, oui c'est pour ça que le thème s'appelle les enjeux moraux et civiques. Alors ils sont très conscients des dangers et des risques, mais en même temps ils ne peuvent absolument pas échapper à ça, parce que il y a donc, excusez-moi pour mon anglais, il y a des followers et des likes qui les poussent en fait à poster des textes, des photos, et il faut absolument en fait rechercher l'originalité, voire l'excentricité, dans le but en fait d'être reconnu, apprécié, aimé. Et le problème c'est que par la suite, donc, comme je l'ai dit, ils peuvent éprouver de la honte ou ce qu'ils ont posté. Ils sont très conscients qu'un futur employeur pourra le connaître. Alors j'avais écouté, parce que c'était en septembre, une émission à la radio, je crois que c'était dans l'émission tu en as beaucoup parlé de cette expression, Les Pieds sur Terre, qui avait lieu un mercredi en début d'après-midi, je crois que c'était le mercredi 14 septembre, et justement il y avait le témoignage d'une jeune femme qui disait qu'elle était prête à tout, même à vendre son âme au diable, pour devenir célèbre par l'intermédiaire des réseaux sociaux, à l'instar
l'instar donc des grandes stars. Alors, à partir de là, moi, je leur ai fait réfléchir. Donc, en fait, donc la démarche est complètement inverse par rapport au cours classique de terminale. On part de l'abstrait, on va vers le concret. Mais d'abord, les notions, elles sont abstraites. Et donc là, je suis partie finalement vers l'expérience. J'ai écouté, donc je vous ai dit simplement ce qu'ils m'ont dit. Et à partir de là, en fait, je conceptualise avec eux en leur faisant faire des distinctions conceptuelles, justement sur la vie privée, l'espace privé, l'intimité, la vie intérieure. Et à partir de là, en fait, on a posé des questions qui sont philosophiques, c'est-à-dire à quelles conditions est-ce qu'on peut avoir un rapport aux autres qui peut être authentique, parce qu'ils ont bien conscience justement que dans les réseaux sociaux, finalement, ce qu'on poste est ce qui est attendu par la société. Donc il n'y a pas finalement une telle liberté. Et à partir de là, je leur ai parlé aussi, je leur ai dit que nous, de notre temps, puisqu'on a un grand écart il y a une génération d'écart, moi je recevais des lettres d'amis qui étaient cachetées et la personne avait écrit personnel et je pouvais savoir que ça n'avait pas été décacheté par quelqu'un d'autre. Donc je me suis tournée vers eux pour savoir si pour eux c'était le cas, s'ils étaient certains que personne n'avait lu leur message privé. Et là, donc, je leur ai parlé de Snowden et je leur ai dit voilà, que en fait, les mails, les messages en fait, sont collectés massivement et que c'est Edward Snowden donc, qui l'a rendu public en 2013. Donc, je leur ai montré le film, le documentaire de Laura Poitras, qui a été filmé dans les temps réels. Donc, ils ont été assez choqués. En fait, ils ont beaucoup réagi en disant qu'ils ne s'attendaient pas. Enfin, ils se demandaient pourquoi finalement ça n'avait pas eu davantage d'écho. Sinon, à partir de ce film, ils ont posé plein de questions donc, liées à la technique, à l'État, à la justice. Ils ont beaucoup parlé en fait, du courage des journalistes, Laura Poitras elle-même et puis Glenn Greenwald, qui se sont exposés et qui ont eu des soucis depuis dans leur vie privée. Bon, j'aurais expliqué aussi que Snowden vivait à Hawaï, enfin à Hawaï je crois, où il avait une vie parfaite. Il faut que je me dépêche un petit peu. Voilà, donc à partir de là, je posais la question, est-ce qu'une vie peut être encore humaine si tout ce que nous faisons est exposé, étalé et peut être aussi connu de tous? J'ai montré aussi, donc, puisque dans le film, Edward Snowden dit à un moment que le citoyen finalement devient de plus en plus impuissant et l'État a au contraire un pouvoir qui s'accroît de plus en plus et qu'en fait si on fait rien, si on n'est pas vigilant, un individu même hyper intelligent, très intelligent, le plus doué de tous ne pourra rien faire, même si dans l'État il n'y a que des gens absolument médiocres. Voilà, donc là ça nous alerte vraiment sur des choses qui se passent et dont ils sont conscients. À partir de là, donc, je leur ai parlé du risque totalitaire, je leur ai parlé d'Hannah Arendt en leur lisant un passage donc, du système totalitaire où elle explique que justement le rêve des systèmes totalitaires avait été de connaître qui est lié à qui, et alors là maintenant, donc, c'est chose faite avec les métadonnées et en ayant les mails. Si on n'a pas accès au contenu, on connaît les échanges qui se font entre les uns et les autres, et on peut avoir donc une identité numérique du sujet. Donc à partir de là, on a déjà plein de notions philosophiques donc sur le sujet, sa vie privée, sa vie intérieure, la société, l'État, la justice qui se sont dégagés. À partir de Snowden aussi, on a réfléchi sur le fait que le sujet pouvait être réduit aux données ou à ses métadonnées. Et je leur ai fait lire donc, un texte de Lévinas sur le visage et je leur ai demandé donc, si autrui pouvait se restreindre, se réduire à n'être qu'un objet perçu comme les objets, ou bien s'il pouvait encore y avoir une rencontre de l'autre avec l'infini que chacun de nous porte. Donc là, j'en suis venue déjà un petit peu aux enjeux, donc, parce qu'on voit très bien les enjeux à partir du moment où on est dans le questionnement philosophique. Alors, j'en ai parlé dans un deuxième temps de masse
incroyable, c'est un déferlement en fait, d'informations, et c'est le même constat, c'est-à-dire le citoyen est de plus en plus impuissant pour connaître finalement le monde dans sa réalité. C'est-à-dire, plus on a donc il y a un paradoxe, plus on est susceptible, plus on est normalement capable en fait d'obtenir des informations, on peut tout vérifier, je sais pas, ce qui a été distribué dans les ministères, les finances, enfin, on peut tout vérifier, et en même temps, on ne connaît pas finalement la réalité. Alors là, j'aurais beaucoup parlé d'une émission qui a été diffusée c'était le 15 septembre dernier, qui dure seulement 20 minutes dans l'émission des Matins de France Culture de Guillaume Werner, qui faisait intervenir un sociologue. Donc là, j'explique aux élèves que justement, là où il est très difficile en fait de s'informer, on a quand même, grâce aux médias et grâce à Radio France, des personnalités justement qui interviennent et qui peuvent les aider à décrypter le monde dans lequel ils vivent. Donc c'est des émissions de 20 minutes qui sont faciles d'écouter en classe. Il faut que j'abrège. Je vais passer rapidement. Il y a un deuxième point, donc la bioéthique. Alors la bioéthique en philosophie, ça concerne donc plein de thèmes. On peut parler d'abord, je ne sais pas, de la mort, et renvoyer par exemple à la mort de Socrate. Donc par rapport aux questions d'euthanasie, Socrate connaissait le jour et le moment de sa mort, et il a fait venir ses amis plutôt sont venus pour parler avec lui. Et il a une mort du coup qui est très humaine et absolument philosophique. Mais il y a quelque chose, en fait, à mon avis, qui peut faire réfléchir les élèves à la dimension humaine que qu'en réfléchissant, on peut avoir dans l'épreuve la plus terrible de l'existence. Je leur ai parlé beaucoup des thérapies géniques, puisque je leur ai demandé en fait de quoi ils avaient envie de parler dans le cadre de la bioéthique. Ils m'ont répondu les thérapies géniques. Donc là, j'aurais parlé de Hans Jonas, le principe responsabilité, l'art médical et la responsabilité humaine. Et dans le dernier chapitre de l'art médical, qui est un tout petit livre, et de la responsabilité humaine, Hans Jonas réfléchit justement sur l'avenir de ces thérapies géniques en faisant référence à Goethe et à l'apprenti sorcier. Il se méfie beaucoup en disant voilà, qu'on est face vraiment à un immense risque. Et hier, j'en parlais avec des amis qui me disaient ben oui, avec les thérapies géniques, on pourra avoir un homme augmenté. Donc on peut penser au sport, on peut penser aux armées, puisque tu faisais référence tout à l'heure, c'est-à-dire là pour le coup des soldats vraiment très forts. Donc ce qui est absolument terrifiant. Alors ce qui est d'autant plus terrifiant, c'est qu'avec la modification de l'ADN, les séquences d'ADN qu'on peut faire, en fait l'être humain sera définitivement et à jamais en fait modifié. C'est-à-dire c'est l'être sur lequel dont on va modifier l'ADN, mais aussi ses descendants. Donc là il y a un vrai problème, et je dis aux élèves, enfin je leur explique, qu'ils vont être amenés en fait à prendre des décisions, à faire partie de débats, et dans le cours de philosophie, donc classiquement, j'amène les élèves en fait à prendre la parole le plus possible, parce que en fait, ils doivent justement conquérir cette liberté de penser, et c'est très important qu'ils puissent réfléchir. Moi, je suis là surtout pour les aider en fait à conceptualiser et à rejoindre des problèmes philosophiques. J'ai oublié la laïcité, je vais en dire quelques mots. En conclusion, sur la laïcité, les élèves en fait sont immédiatement surpris que quand on lit la loi, donc liberté de conscience, et en même temps cette liberté de conscience ou liberté va être limitée par la loi. Alors ça il dit mais la liberté c'est pas quelque chose d'absolu, ça doit être limité. Et donc là j'en profite donc justement pour faire la distinction entre la liberté morale et la liberté politique, c'est-à-dire que c'est pas la même chose que la liberté morale comme l'a dit Descartes, donc elle est absolue, enfin l'infini, l'homme est libre comme Dieu,
Et la liberté politique, justement, est limitée parce que autrui a des droits comme moi. Et là, je définis donc la politique comme étant le problème de la coexistence des libertés. Ils ont retenu hier donc, que la laïcité, c'est le respect des autres et de leur culture, de leur religion. Et on a aussi, on s'est beaucoup interrogé que puisque cette notion était, j'en ai entendu parler tout à l'heure, apparue dans l'histoire, elle peut aussi disparaître dans l'histoire. Et les élèves l'avaient beaucoup dit, la laïcité est vraiment un pilier de la République, et donc on s'est interrogé sur le fait que deviendrait notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, sans la laïcité. Pour conclure, la finalité, c'est vraiment armer les élèves pour qu'ils aient un sens critique dans leur réflexion et pour qu'ils apprennent, enfin qu'ils soient conscients de se respecter les uns les autres. Et je finis, donc il y a vraiment une dimension morale forte. Je vous remercie beaucoup, excusez-moi d'avoir... Merci beaucoup. Dans la réactivation justement d'un enseignement moral et civique, le ministère, après les attentats, a parlé de la nécessaire formation des enseignants en faisant des propositions sur surtout un certain nombre de mesures, donc notamment sur les référents laïcité qui auraient dû être nommés, voilà, en faisant appel aussi à la notion de réserve citoyenne, aux réserves également de l'éducation nationale. Alors, un an après, où en est-on justement? Peut-on faire un bilan de la formation des formateurs et quelle serait la nature et finalité de cette formation donc à l'enseignement moral et civique auprès des établissements, donc formant les enseignants, les nouveaux ESP. Et pour y répondre, nous avons le grand plaisir d'accueillir le collègue professeur de philosophie et aussi chargé, je crois, donc, de cette formation à Paris, lycée Lemonnier, Frédéric Dupin. C'est à vous. Oui, merci. Alors je vais juste préciser, moi je suis effectivement en poste actuellement au lycée Elisa Lemonnier dans le 12e, mais les 7 années précédentes j'étais formateur à l'ESP de Paris, j'ai été référent laïcité à l'ESP de Paris, j'ai été responsable du département sciences humaines, et c'est sur la base de cette expertise que Marie m'a proposé d'intervenir aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de la formation à l'EMC dans le cadre des SP actuellement. Juste 2 mots d'introduction. Je pense que la formation à l'EMC, elle réactive des questions qui sont d'abord assez structurelles. C'est pas en 2015 qu'on s'est posé pour la première fois la question de la posture, du contenu de l'enseignement moral que les professeurs républicains doivent adopter. Donc on a ici une question qui est très ancienne. Donc, si on voulait donner une date arbitraire, on pourrait évoquer la lettre au professeur 1883 de Jules Ferry. Mais je pense que c'est aussi une question qui aujourd'hui a une forte dimension conjoncturelle. Et je vais donner juste 3 éléments brièvement de contexte. Le premier, c'est 2013, la mise en place des SP. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions de formation qui mériteraient d'être véritablement inscrites dans la nouvelle donne institutionnelle qui est celle des SP, les nouvelles contraintes aussi qui sont nées de la mise en place de ces établissements. Pour vous en donner juste brièvement un exemple à travers SP de Paris, que je connais donc plutôt bien, même s'il n'est pas toujours représentatif, parce que Paris reste Paris, et donc il y a des situations locales qui peuvent être différentes. L'SP de Paris, c'est tout simplement un établissement qui délivre un diplôme, un master 9, qui comporte 3 mentions, premier degré, second degré, encadrement éducatif, CPE. La mention second degré étant elle-même divisée en 22 parcours disciplinaires, on savoir, et qui doit travailler avec 6 universités partenaires, une université propriétaire de la composante qui est Paris 4, le rectorat et évidemment plusieurs milliers d'étudiants. Donc penser la formation à l'EMC dans un cadre pareil, il y a des contraintes structurelles qui sont très importantes et je voulais rappeler ça avant qu'on s'enferre aussi dans des questions de principe. Deuxième élément de contexte, c'est l'introduction d'un nouvel enseignement en 2015, ça a été rappelé plusieurs fois, et la nécessité pour les SP de construire presque en temps réel une formation et un accompagnement des stagiaires, en partenariat aussi avec la formation continue quand même, pour un enseignement qui se découvre au fur et à mesure qu'il se met en place. Et je voudrais
aussi rappeler que l'EMC, évidemment pour les professeurs d'histoire, en philosophie que nous sommes, c'est un enjeu qui est disciplinaire, mais du point de vue global de l'institution, ce n'est qu'un aspect de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le parcours citoyen, qui implique des choses aussi diverses que les certifications de premiers secours, la découverte du code de la route, l'éducation aux médias. C'est-à-dire que l'EMC prend place, et effectivement un enseignement dont on peut discuter la nouveauté, est-ce que c'est une grande révolution de passer de l'ECJS à l'EMC, etc. Donc on peut discuter de sa nouveauté, de sa spécificité disciplinaire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on forme les stagiaires, on forme les professeurs à un cadre qui est beaucoup plus global et qui est censé amener les élèves l'élève de maternelle jusqu'à l'élève de terminale à s'approprier des démarches et son environnement sociopolitique. Troisième élément de contexte, et je vais en terminer avec cette introduction, c'est évidemment, ça a été rappelé plusieurs fois, l'année 2015, avec les attentats de Paris en janvier et en novembre que tout le monde a en tête. Et si on veut les enraciner dans une réalité institutionnelle que Marc Charbonnier rappelait à l'instant, c'est le discours du 22 janvier 2015 de Najat Vallaud-Belkacem, qui ouvre un plan de mobilisation pour les valeurs de la République dans lequel les SP, mais aussi les rectorats, ont eu effectivement un certain nombre de missions qui leur ont été attribuées. Alors dans ce cadre, je pense dans ce cadre qui à mon avis est très fortement conjoncturel, comment est-ce qu'on peut essayer de manière synthétique de qualifier la formation à l'EMC? Moi je vais me borner à faire deux choses parce qu'on a déjà pris un peu de retard. Très brièvement faire un état des lieux, vous donner un peu une idée de comment fonctionne la formation transversale à l'EMC dans le cadre des SP, et puis dans un deuxième temps de marquer quelques enjeux autour des problématiques de formation qui émergent dans ce cadre-là. Donc je commence rapidement par un état des lieux. Alors évidemment, cet état des lieux, il va être particulièrement tributaire de ma propre expérience à l'ESP de Paris. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment ça fonctionnait jusqu'à ce que je quitte cet établissement-là au 1er septembre. Donc voilà, il y a une dimension peut-être un petit peu anecdotique. Il se trouve que depuis 2 ans, en tant que référent laïcité, j'ai quand même pas mal échangé avec des collègues dans d'autres ESP. Il y a un réseau qui est assez solidaire, qui fonctionne bien là-dessus. Donc je pense que ça me permet de confirmer que les pratiques, les politiques qui sont conduites au sein de l'ESP de Paris sont relativement quand même, modulo quelques spécificités locales, sont relativement représentatives de ce que vous pouvez trouver en ESP actuellement. Donc cette limite étant faite, il faut bien avoir en tête que la formation à l'EMC, ce que je disais tout à l'heure, elle s'inscrit dans un continuum global et elle s'adresse à des étudiants qui ne sont pas enfermés dans leur appartenance disciplinaire. Parce que là, le cadre du MEF, les métiers, le master qui est aujourd'hui commun à l'ensemble de la formation des professeurs, les masters MEF, ça fait partie du cahier des charges, inclut un tronc commun de formation qui est en fait des modules universitaires dans lesquels se côtoient des professeurs d'histoire, des professeurs de SVT, mais aussi des PE, mais aussi des CPE. Donc se former à l'EMC, s'approprier les contenus du programme, ça passe d'abord par un cadre général qui est celui du tronc commun de formation, qui comporte, pour ce qui était de la maquette du tronc commun jusqu'à l'an dernier à l'ESP, en M1, environ 9 heures de cours sur l'année qui sont consacrés à un module sur les valeurs et les principes du système éducatif. Ça veut dire qu'on s'approprie la laïcité scolaire, on s'approprie les grands principes du droit à l'éducation, ce genre de choses, qui sont évidemment souvent des apports de culture générale qui font défaut à la plupart des étudiants qui n'ont pas eu dans leur cursus antérieur à se poser la question de savoir comment fonctionnait un établissement scolaire et qu'est-ce qu'était la laïcité en tant que posture de l'enseignant. Donc 9 heures de M1. À ça s'ajoute, dans le cadre général, en M2, c'est-à-dire une fois qu'ils sont reçus au concours pour nos stagiaires, la possibilité de se spécialiser sur ces questions-là. Concrètement, on avait l'an dernier 2 vagues d'options de 8 heures qui permettaient à un élève vraiment motivé, à un stagiaire motivé, d'avoir effectivement 8 heures de complément sur l'enseignement de l'EMC, de manière un peu transversale, parce que là encore, les options sont ouvertes, a priori, à différentes disciplines. On reste dans le cadre général du tronc commun, où vous pouvez avoir sur l'enseignement de l'ESP, de l'EMC, des élèves, des stagiaires de premier degré qui côtoient des profs d'histoire, de philo, etc. Donc il y a une dimension interdisciplinaire qui est intéressante.
mais fait qu'on rentre assez peu dans le vif finalement de questions très pratiques de construction de cours. En général, dans le cadre du tronc commun, vous pouviez y ajouter certains, c'était un dispositif qui existait l'an dernier, je crois qu'il n'a pas été reconduit cette année, en tout cas il a été assez largement diminué, c'était la construction de projets pour la classe, où là vous pouviez vous spécialiser, une fois que vous avez eu un apport de compétences, de connaissances et de compétences complémentaires sur l'EMC, vous pouviez avoir une espèce d'atelier qui faisait jusqu'à 24 heures, où les étudiants, les stagiaires, en groupe, préparent des cours de MC, préparent des débats, etc. Donc c'est une dimension qui est beaucoup plus concrète. Donc ça c'est pour le cadre général, c'est-à-dire tout ce qui relève du tronc commun, qui est un des piliers de la réforme des SP. À côté de ce cadre général, il y a un cadre spécifique qui est relatif à tous les enseignements disciplinaires. Alors moi j'ai moins de visibilité là-dessus, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Trois choses dans le cadre spécifique. Le fait que les PE sont amenés dès le M1 à quand même se frotter à la question de l'EMC, parce qu'ils peuvent avoir des questions d'oral de concours qui traitent de l'EMC. Ils ont un entretien sur un dossier professionnel, s'ils tombent sur l'EMC, ils sont obligés d'avoir une réflexion dessus, voilà. Donc les PE, les enseignants du premier degré, ils sont quand même sensibilisés à travers leur intérêt de préparationnaire de concours, si vous voulez, ils sont déjà sensibilisés bien davantage de ce que je peux en juger, que des préparationnaires de concours de second degré aux thématiques de l'EMC. Pour ce qui est ensuite des professeurs d'histoire ou de philosophie, alors évidemment moi je connais mieux la formation professionnelle des professeurs de philo parce qu'on les accueillait, parce que j'étais responsable du master philo à un moment, une mention, un parcours philosophique de l'ESP. Concrètement, c'est des questions qui ne sont pas abordées dans M1, tout simplement parce que la lettre de la circulaire qui encadre les concours, la réforme des concours de 2013, elle est relativement peu suivie des faits par les jurys. En 2013, on estime que les oraux de jury doivent valoriser les connaissances professionnelles des candidats dans le cadre du recrutement, et donc on serait en droit de demander à un préparationnaire au CAPES de philo que pensez-vous de l'EMC, quel type de démarche pensez-vous adopter, et s'inspirer par exemple de ce que disait ma collègue à l'instant. Il se trouve que la pratique des jurys est assez éloignée de cette lettre-là, on peut le comprendre, les jurys restent des institutions qui sont très fortement disciplinaires, et donc nos candidats, nos étudiants, assez logiquement, s'investissent assez peu dans ces domaines de professionnalité, si vous voulez, quand il s'agit d'avoir un CAPES de philo qui est déjà extrêmement discriminant compte tenu de la faiblesse du nombre de postes, ce genre de choses. Du coup, on retrouve ces questions de l'EMC à quel moment? Au moment de la mise en stage. C'est-à-dire quand les élèves, quand les stagiaires se retrouvent titulaires de leur concours et se retrouvent confrontés, un peu comme n'importe quel collègue, même plus expérimenté, à se voir éventuellement attribuer des heures de l'EMC. Alors moi, l'an dernier, j'avais un stagiaire au Aubervilliers qui s'est vu attribuer dès sa première année des heures de l'EMC. Alors on s'est un peu plaint auprès de l'inspection, estimant que ils ont déjà tellement à faire pour s'approprier le cours de philo et mettre de côté le costard de préparationnaires qu'ils ont parfois longtemps porté, que je pense qu'ajouter cette difficulté pédagogique à celle qu'un jeune enseignant rencontre de toute façon, ça me semblait discutable, mais en tout cas la question de l'EMC, elle est traitée dans les cours biodidactiques et dans les cours de suivi professionnel. C'est à peu près de ce que j'ai pu voir en échangeant avec mes collègues formateurs en histoire à l'ESP. J'ai l'impression que c'était effectivement une question qui était abordée essentiellement à M2. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je peux tirer de ce constat un petit peu très descriptif, un peu froid ? Quantitativement, moi j'ai évalué que, si vous voulez, sur 2 ans de formation, un professeur, quelle que soit sa discipline, il pouvait, en fonction de ses propres choix, mais aussi de l'investissement des formateurs, il pouvait s'entendre parler soit entre 9 heures jusqu'à 60 heures sur les questions de MC, de valeurs, de la République, etc. Donc ça, c'est un constat qu'on a aussi dressé avec les autres SP. Il y a une très grande disparité, qui m'en a sauté aux yeux du point de vue des volumes horaires, une très grande disparité entre le niveau de formation que les différents stagiaires peuvent obtenir. Cette disparité, elle s'explique par des choix d'établissement et aussi par des choix personnels du stagiaire qui va se dire « ça m'intéresse, je vais m'investir ». Et c'est là-dessus, moi, ce sera un élément de ma conclusion, et puis je vais aller assez vite sur les enjeux. C'est quelque chose qui pose question, parce que pour avoir animé des options en M2 consacrées à l'EMC, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a un public de militants. C'est-à-dire des gens qui sont
intéressés par ces thématiques, qui se disent oui, moi ça m'intéresse de savoir comment traiter de la laïcité, aborder la bioéthique. C'est-à-dire que finalement, il y a des étudiants qu'on n'a pas envie de toucher. C'est-à-dire que ceux qui estiment que de toute manière c'est pas sérieux, de toute manière ça les intéresse pas trop, de toute manière ils ont autre chose à faire, on va pas aller les former. Ou alors ils vont faire fond sur, quand ils ont passé un master MEF, ils vont faire fond sur les 9 heures d'amphi qu'ils auront fait sur ces questions-là, ce qui est évidemment insuffisant, compte tenu des difficultés professionnelles qui existent. Donc c'est la première conclusion que je pouvais tirer sur l'état des lieux. Très brièvement, sur les enjeux, moi j'en voyais deux enjeux de formation, et sans empiéter sur les enjeux généraux qui sont liés à cet enseignement. Je pense qu'il y a d'abord un enjeu pédagogique pour les SP, et je vais le qualifier brièvement, les deux aspects. Il faut qu'on s'entende sur le contenu. C'est quoi se former à l'ESP, c'est quoi se former à l'EMC en SP, c'est quoi le contenu? On voit que souvent quand on échange là-dessus, très vite ça devient un petit peu une auberge espagnole, on se dit il faudrait quand même qu'on ait un module sur les médias, sur le complotisme. Ça serait bien qu'on parle aussi de l'enseignement du fait religieux, parce que depuis le rapport de Bray, ça existe quand même dans le paysage. Et donc finalement on se dit que ça serait bien de parler de beaucoup de choses, et on fait l'expérience d'un enseignement qui finit par se diluer, par enfler un petit peu comme la grenouille de la femme. Et c'est une expérience que moi j'ai vraiment pu constater lors de l'université d'été de l'ESP Lyon, qui avait lieu en juillet, qui était consacrée au parcours citoyen, et où finalement tous les spécialistes un petit peu de la question en SP s'étaient réunis pour parler de ça. C'était très intéressant, mais à la fin on se demandait un petit peu si finalement tout n'était pas dans tout, et si on n'était pas en train de refaire l'histoire d'un siècle et demi de République, si vous voulez, de République éducative. Et il y a un moment où les collègues professeurs de terrain qui s'étaient inscrits à cette université disaient non, c'est super intéressant, mais enfin bon, si on revient un petit peu sur l'objet, sur nos 2 heures, sur qu'est-ce qu'on va en faire avec ce qu'on va faire avec nos élèves. Donc il y a un enjeu pédagogique qui tient à la définition des contenus, et je pense que ce qui est solidaire, c'est aussi la spécification des acteurs de la formation. Parce que c'est aussi un aspect, je ne vais pas être long là-dessus, et qu'il faut garder en tête. L'année 2013, la mise en place des SP, c'est aussi la volonté d'inscrire la formation des maîtres dans un cadre de partenariat. Je vais vous donner qu'un exemple. Concrètement, quand moi je connais une option sur l'EMC, il y avait une option similaire qui était assurée à d'autres groupes d'étudiants, de stagiaires, mais qui était assurée par l'association Enquête, que certains connaissent peut-être, en tout cas qui fait un démarchage assez énergique pour l'éducation nationale. Et donc, très bien, c'est bien que plusieurs voix s'expriment sur ce sujet-là, mais à un moment, la question se posera de savoir qui sont les acteurs de la formation en ESP, quelle place accorder aux partenaires associatifs, et aussi aux différents métiers. Les CPE ont leur mot à dire, ils sont des acteurs de la formation à la citoyenneté des élèves. Est-ce qu'on va leur laisser une place? Ça finit toujours par se régler en volume horaire, d'accord? Donc, un enjeu pédagogique qui est lié à la définition des contenus, et puis ça veut dire choisir les acteurs qui vont participer à cet enseignement. Là encore, ce que je retire de juillet dernier, c'est qu'il y a un consensus qui se dessine là-dessus. Moi, je le résume en 3 mots, c'est projet, partenariat, débat. Voilà. Mais qu'il y a un consensus extrêmement mou. C'est-à-dire, ça serait intéressant que l'EMC, ça permette de porter des projets d'établissement. D'accord ? Et puis des partenariats, parce que l'école doit être ouverte, etc. Okay, et surtout, l'important, c'est qu'on débatte, que les élèves débattent. Je pense que ça permet de trouver une forme de consensus en fin de colloque, ce genre de choses. Je ne suis pas certain que ce soit toujours quelque chose qui nourrit très concrètement en fait, des démarches, ou en tout cas qui nous éloigne de la dispersion ou de l'émiettement de cet enseignement. Très vite sur les enjeux institutionnels, j'en note deux. Le premier, c'est, je l'ai dit, c'est la question du sérieux de l'investissement de l'institution dans cet enseignement. Moi, il y a un grand paradoxe qui m'a frappé, j'ai eu l'occasion d'ailleurs publiquement d'évoquer à plusieurs reprises dans différentes tables rondes, ce genre de choses, autour du discours du 22 janvier 2015, la mobilisation. Alors du jour au lendemain, effectivement, nous, les professeurs de philosophie en SP, on avait été assez sollicités, on s'est dit c'est notre heure, quoi, voilà. Et puis en fait, on a fait les comptes au final, et dans la dernière mouture que moi j'ai connue à l'ESP, parce que j'aime bien les chiffres, vous l'avez vu, je me suis rendu compte qu'en réalité j'avais perdu la moitié du volume des modules de TD qui étaient consacrés à l'éthique enseignante. C'est-à-dire qu'on est dans ce paradoxe-là, qui est d'avoir compris qu'on avait besoin de formation à la morale, à la citoyenneté, ce genre de choses, qu'aujourd'hui nos collègues ne sont pas armés
à avoir des élèves qui sont en voie de radicalisation ou de faire front face à des controverses qui sont extrêmement délicates sur le respect des religions, qu'est-ce que ça signifie, tout ça. Et en même temps, l'espace se rétrécit autour des formateurs. Et je pense que des échos que j'ai conservé de mes collègues, de mes anciens collègues, je crois que ça ne s'arrange pas, parce qu'évidemment, le cas de la masterisation fait qu'on a des masters qui sont extrêmement lourds. Un master MEF, nous en philo, on avait le master, pratiquement le parcours le plus léger du master, c'était quand même 280 heures de cours. C'est énorme, c'est déjà énorme pour des étudiants de philo qui doivent préparer un concours et puis aller en stage, mais le master PE, c'est 370 heures. Ce qui est énorme en termes de charge de travail. Donc l'université, on peut le comprendre, cherche à diminuer les heures, etc. Et il faut savoir que la variable d'ajustement, dans le cadre actuel, en rapport de force actuel, ça reste les savoirs transversaux. C'est-à-dire la philo de l'éducation, la sociologie de l'éducation, la psychologie de l'éducation. Donc je trouve qu'on est dans une situation où paradoxalement, on insiste beaucoup sur la nécessité de l'EMC et qu'il y a quand même une érosion des moyens qui pose quand même un peu question et qui fait que moi j'enseigne l'EMC aujourd'hui au lycée et je sais qu'avec certains collègues la question se pose du sérieux de cet investissement. C'est-à-dire que moi ça faisait quelques années que je n'avais pas vu le lycéen et quand j'ai dit à des collègues que je faisais mes cours de EMC, ils ont commencé à ricaner, quoi, à me dire mais t'as pas des choses sérieuses à faire plutôt avec les élèves que... Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une déconsidération de l'enseignement, qui disent bah non, on a assez à faire avec de l'aide personnalisée, ce genre de choses. Donc là pour moi il y a un enjeu institutionnel qui est délicat. Et puis je termine, malheureusement j'ai été long, je pense aussi, l'enjeu institutionnel qui me tient particulièrement à cœur, c'est quand même la sécurité des personnels. C'est que ce que j'ai pu constater, c'est que, comme je vous l'ai dit, finalement, il y a moyen de se former assez peu à cet enseignement, voire à ne pas le prendre beaucoup au sérieux. Mais ce que j'ai pu aussi constater, c'est que les élèves ou les stagiaires qui étaient les plus investis finalement dans ce domaine-là, parfois avec un côté hussard noir, des gens, bon maintenant, voilà, je vais aller en première ligne pour traiter de la laïcité dans un espace de controverse, de radicalisation, tout ça, sont parfois exposés à des maladresses ou sont acculés à parfois tomber dans l'excès de zèle, si vous voulez, et se mettre en danger professionnellement, surtout dans des situations qui ne sont pas forcément gérables. Et je pense que nous, en tant que formateurs, à chaque fois que je suis intervenu publiquement dans les instances de l'ESP, etc., ou au rectorat, pour moi, c'est un truc qui est vraiment important. Il faut qu'on organise un soutien pour les élèves qui veulent, enfin pour les collègues qui veulent véritablement investir ce domaine-là dans un contexte d'autocensure, dans un contexte d'inflation de l'intolérance. Il faut s'assurer que l'élève qui effectivement aura fait son cours de MC, c'est mon cas sur la laïcité, puisque c'était la thématique que j'avais traitée là en début d'année, eh ben, qu'il soit soutenu si, à l'occasion de ce cours, il y a des propos qui ne sont pas corrects, qui sont tenus de la part des élèves. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi une réflexion qui accompagne, au-delà de la pédagogie, la sécurité professionnelle de l'enseignant, voilà, de manière à ne pas exposer cette masse d'enseignants qui sont volontaires, qui ont envie de s'emparer de cet enseignement, et donc qui ont besoin d'être soutenus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces 4 regards de terrain, justement. Alors l'objectif de cette journée, c'est d'échanger, de dialoguer entre nous. Je propose, si Marie est d'accord, jusqu'à 16h20, puisqu'on a commencé avec un quart d'heure de retard. On pourra jouer sur la variable d'ajustement, c'est Christine et Marie pas mais la conclusion générale, peut-être, du colloque qui était prévu dans le programme. On peut peut-être jouer dessus. C'est ça. Je sais que tu en es d'accord aussi, parce qu'il y avait deux conclusions générales. Peut-être qu'on pourra jouer comme ça pour laisser de place aux... La conclusion peut être brève et concise. C'est ça, pour laisser la place aux questions. Voilà, donc je vous propose environ 10 minutes de questions pour échanger, pour revenir donc sur ces 4 regards, 4 visions. Alors peut-être, lever la main. Bonjour. Voilà, merci pour ces exposés. Une question politique institutionnelle. Quelles sont les initiatives vis-à-vis de la tutelle qu'on pourrait prendre, nos deux associations, partenaires et confraternelles, pour réduire cette contradiction entre le 9h et le 64h. C'est hallucinant, ça prouve l'extraordinaire hétérogénéité contradictoire des réponses du terrain vis-à-vis de l'injonction. Voilà, parce que pour tout le monde,
c'était la mobilisation sur le pont, on était tous, et voilà, 9h, 64 heures. Il y a quelque chose d'inégalitaire, et est-ce que les associations de spécialistes pourraient trouver des terrains d'entente ou des propositions communes? C'est le président national de la paix. Bah, on va faire court. Oui. Je n'attendais pas moins de toi. Mais on va en discuter. Mais les SP sont autonomes. Enfin, Frédéric Dupin nous parlait de l'SP de Paris. Je ne sais pas si c'est partout la même chose. Sur le quantitatif, les écarts sont à peu près les mêmes un peu partout. Il y a toujours un volet d'optionnalisation dans la formation. Ouais, mais en aval, les mêmes exigences d'horaire et de programme sont donc je voudrais juste dire, essayer de comprendre comment réduire cette contradiction. Parce que là, il y a une injonction paradoxale. Si on commence la formation une année, c'est dans l'abstrait, à Quimper, et qu'on la termine à Lyon, qu'est-ce qu'on fait? On a des doutes ceci. Je crois qu'il y a une vraie contradiction politique. Nous sommes partisans donc justement de corriger un peu ces inégalités territoriales, mais c'est pas le seul c'est pas le seul endroit, puisqu'elles existent dans le fond dans l'enseignement mis en place dans les collèges avec les épis. Qui sont source d'inégalités territoriales. Donc, en effet, je pense qu'il faut qu'on se concerte, entre associations, et peut-être avec d'autres associations, pour essayer de voir ce qu'on peut faire, étant donné que les ESPE elles sont rattachées à une université, elles ne sont quand même pas des objets en l'air, mais elles ont une certaine autonomie. Donc, il faut discuter là avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur. Bon, et il faut qu'on puisse se concerter avant. Voilà. Moi, j'ai une revendication qui serait importante, mais qui est très compliquée à voir aboutir, c'est moi j'ai jamais personnellement compris pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi depuis 3 ans à rapprocher les SP des DAFOR en fait. En fait si j'ai compris, mais on est arrivé à des situations, c'est-à-dire la formation continue au rectorat, on aurait vocation, parce que finalement c'est un enseignement qui est neuf, on aurait vocation à faire travailler stagiaires, collègues, qu'il y ait plus de proximité autour de ces thématiques-là, plutôt que les compartimenter. Et en fait, on est dans un système qui reste quand même assez hétérogène, un peu en tuyau d'orgue, où en plus, maintenant, on se retrouve en fait à voir la DAFOR solliciter, ce qui est quand même aberrant, des collègues d'ESP pour assurer des formations au sein de la DAFOR en tant qu'intervenant extérieur. C'est-à-dire qu'on se retrouve à payer pratiquement des professionnels 2 fois pour faire le même boulot. Je pense que là, il y aurait une convergence à trouver. Et je pense que ça... Voilà. Merci. Tu vas répondre à ma question. Merci beaucoup. Une question de Pierre Usan. J'aurais 2 remarques et une question. La première remarque concerne ce qu'on vient de nous dire, qui est effrayant. C'est-à-dire que de l'aveu des militaires de haut rang, les patrouilles Vigipirate ne servent absolument à rien. Mais ça rassure la population. Et ce que vous dites, que l'ENC est une variable d'ajustement, c'est épouvantable. Parce que tout le monde se dit, maintenant il y a l'ENC, donc on va agir contre la radicalisation, donc on va pouvoir être présent et éviter, peut-être pas immédiatement, mais dans l'avenir, des divergences avec des attentats. Donc d'un côté, on a des moyens qui servent à rien de la vie même des gens. Vigipirate, ça sert à rien parce qu'un militaire, ça doit être en action, ça ne doit pas être statique. Et à côté de ça, il y a une décision gouvernementale avec des moyens mis en œuvre, mais là, on a une variable d'ajustement. C'est à l'occasion, c'est si on peut, c'est avec l'expérience et la bonne volonté d'enseignants,
au mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne. Et c'est ahurissant, c'est extrêmement inquiétant. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est ce qu'avait dit notre collègue tout à l'heure. À ma connaissance, à l'époque du service militaire, pour être officier, il suffisait d'avoir le bac. Alors peut-être que dans la marine nationale, c'était différent, mais dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air, avec le bac, on faisait l'école d'officier de réserve, les EOR, et puis on passait officier. Alors évidemment, si on avait un comportement qui déplaisait, on prenait ses risques. Et ça, tout le monde le savait. Il n'y avait aucun problème. À l'époque, il y avait la sécurité militaire. Et ma question s'adresse au collège. Parmi les initiatives très intéressantes que vous avez citées, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi peut-être l'assistance, mais surtout l'explication des cérémonies patriotiques? Pourquoi on a des cérémonies patriotiques et en quoi ont-elles leur importance dans notre République? Donc, la réponse c'est que... Et la réponse est oui. Est-ce que tu as besoin d'une explication plus longue quand même. En termes pratiques, ça se heurte à une difficulté assez simple à comprendre. Les jours fériés, les élèves sont rarement disponibles. Les familles étant, pour une majorité d'entre elles, contentes de pouvoir bénéficier de la présence de leur enfant au moins cette journée. Au-delà de la boutade, c'est fait par des collègues. Ce que tu demandes, c'est fait. Hein, il n'y a pas, en tout cas dans les équipes auxquelles j'ai participé ou que j'ai pu croiser, il n'y a pas de collègues professeurs d'histoire-géographie en charge de l'éducation citoyenne qui ne prend pas le temps qu'il faut pour contextualiser le jour férié en question, en expliquer l'origine et qui ne s'appuie pas dessus pour un travail plus ou moins long en fonction des besoins locaux. D'autant que l'élève qui arrive au collège n'est pas vierge de pratique. Il sort de ce qui s'appelle l'école primaire. Et c'est encore plus rare que le professeur des écoles, quelle que soit sa formation, et la PSG se bat se bat tout court, parce que l'on a parlé de la formation tout à l'heure, nous sommes très alertés par le fait que beaucoup de PE aujourd'hui recrutés n'ont pas fait d'histoire-géographie depuis le terminal. Et que bon, ça nous pose un certain nombre de questions. Donc, n'empêche que ceux que je peux croiser sur le terrain font cela, y compris en Moselle-Allemande, comme certains le disent. En terre concordataire, d'autant plus. Nous avons le temps pour une dernière question. Moi j'ai une remarque à faire, pendant que la question soit formulée par l'assistance, c'est que quel que soit notre niveau d'intervention auprès des différents publics que nous avons, le mot a été prononcé il y a quelques minutes par Hubert, la clé pour que ça réussisse et pour que les enseignements prennent du sens, c'est qu'il y ait une mise en commun des différentes disciplines, on est d'accord. Que le professeur d'histoire-géographie soit une sorte de maître d'œuvre de la question, et non pas qu'il devienne l'unique spécialiste auquel on puisse se référer. Pour répondre à votre question tout à l'heure, je vous dirais bien que peut-être que nos deux associations respectives auraient un public à toucher, plus que les ministères. Ce sont les proviseurs, les chefs d'établissement. Car c'est eux qui décident, justement, comment employer la variable d'ajustement. C'est eux qu'il nous faut convaincre de l'utilité et de la pérennité de ces enseignements. Plus que les administratifs qui ne voient pas les élèves. Car les chefs d'établissement voient les élèves comme on en dit. Et du coup, pour les collègues, ce qui leur manque, ce n'est pas la volonté. J'ai bien entendu, et tu as bien fait, parler tout à l'heure, par exemple, d'étudiants qui étaient militants et qu'effectivement, tu n'avais pas besoin de former. Mais non, notre problème, à nous, enseignants du secondaire, c'est le temps. Pour faire tout ça, pour faire la moindre de ces, comme tu as dit, initiatives, combien d'heures passées en plus en dehors des cours? Et donc, la concertation, c'était le mot que tu prononçais. La concertation, c'est tout cela qu'il manque pour l'EMC, pour l'ensemble de la mise en place des différents programmes. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. Alors, une dernière question de Monsieur le doyen. Il levait le pouce pour me remercier, en fait. Merci à vous. Oui, je voulais juste rajouter qu'en 2008, quand on avait signé la convention avec le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Justice, convention qui a été ensuite renouvelée, en fait, il y avait deux volets. Il y a un volet avocat bénévole qui va dans les classes de collège et lycée pour illustrer l'enseignement moral et civique avec cette méthode de cas pratique. Et puis il y a un autre volet qui est très peu développé, que nous on a mis en place avec une autre association qui est l'Association française des docteurs en droit, parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont aussi docteurs en droit. Et là il s'agissait que des docteurs parlent à des professeurs et à des personnels de l'éducation nationale. Et ça rentre dans le cadre de la formation continue. Alors on a déjà fait des formations pour des infirmières, pour des profs d'histoire géo, sur des questions de responsabilité, de secret professionnel. Bon, ce truc est aujourd'hui embryonnaire, mais franchement, je serais absolument ravie de le développer. On pourra en reparler et avancer les propositions au niveau du ministère, parce qu'on a un dispositif qui le permet, mais c'est pas assez mis en œuvre. Je ne comprends pas pourquoi, mais voilà. Merci beaucoup pour cette proposition. On aura l'occasion d'en reparler. Nicolas de Courterme. Oui, deux brèves remarques. D'abord, sur ce qu'a dit Frédéric Dupin à propos de la sécurité professionnelle des enseignants. Je pense aussi qu'il faut associer à nos travaux, à nos réflexions, la vie scolaire. On avait invité, lorsqu'on a fait notre colloque il y a 3 ans sur la question, le doyen Buisson-Vèvre, qui était à l'époque doyen du groupe établissement et vie scolaire de l'éducation nationale. Je pense que c'est une question qui est très importante parce qu'il y a quelque chose de... Justement, enfin, ce sont des incantations répétitives, les valeurs de la République, la justice, l'égalité, la solidarité, la dignité de la personne humaine, le bien commun. Si, à l'intérieur de l'établissement scolaire, rien de tout cela n'est mis en œuvre et si, finalement, l'établissement est livré aux bandes, au règlement de compte, etc. Donc je pense que là aussi, enfin, il faut qu'on marche sur toutes nos jambes, si je puis dire, nous en avons beaucoup. La deuxième chose n'a rien à voir, tu as parlé de l'absence de l'enseignement de la philosophie dans les lycées professionnels. Merci d'avoir soulevé la question. Tu as été applaudi quand je me sens un peu tenu d'intervenir là-dessus. L'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public demande l'ouverture d'un concours, un CAPLP de philosophie, parce qu'il n'y a en effet pas de raison que la philosophie soit absente. Aucune raison. Mais, alors on peut déjà sous-entendre effectivement qu'il y a une certaine finalité dans le bac pro, c'est-à-dire ils sont là pour apprendre, ils sont dans l'apprentissage dans une voie professionnelle, et donc on ressent ce besoin d'utilité, de programme utilitaire, donc la philosophie, qu'est-ce que la philosophie pourrait apporter. Et moi je m'oppose pas, enfin, comme tous mes collègues en voie professionnelle, on s'oppose à cette vision restrictive et stéréotypée du lycée professionnel. Ça reste des adolescents en devenir qui se posent des questions d'adolescents, qui sont de futurs citoyens. Et effectivement, je pense qu'il y a encore un problème de représentation concernant la voie professionnelle qu'il faut impérativement supprimer et puis modifier, parce que je reviens là-dessus, je pense que c'est davantage un marqueur socio-spatial, malheureusement. Il y a beaucoup de lycées professionnels, notamment en Ile-de-France, qui ne bénéficient pas des mêmes aides que dans certaines autres banlieues. Il y a aussi la question de la filière, des filières qui sont encore trop stéréotypées. Je pense à la voie tertiaire, qui est malencontreusement mal orientée. Alors je pense au principal d'un collège qui va malencontreusement orienter un élève qui ne sait pas bien écrire en secrétariat. Alors, il y a des aberrations encore qu'il faut combattre. Voilà. Merci. Je voulais juste dire que j'ai enseigné il y a quelques années en lycée professionnel au lycée de l'horticulture à Montreuil. Alors les élèves au départ étaient très méfiants parce qu'en fait ils s'attendent à ce que je sois une psychologue, et ils avaient rencontré des psychologues et ça s'était pas très bien passé au moment de leur orientation, je crois. Et en fait ils ont été très contents parce qu'il y avait un programme
il demande, très court. il demande. Hein, et l'année dernière, au lycée Raspail, j'ai croisé par hasard des élèves de professionnels dans un couloir et ils m'ont dit, mais madame, donc ils venaient d'Afrique, ils m'ont dit, mais madame, il n'y a pas de philosophe africain. Alors si, je leur ai dit, mais si, il y a Souleymane Bachir Diagne et puis beaucoup d'autres. Et à partir de là, donc, ils m'ont demandé d'intervenir pour leur classe, donc ce que j'ai fait au lycée Raspail. Voilà, donc je tenais juste à le dire pour dire qu'il y a vraiment des élèves qui aimeraient bien avoir de la philosophie en bac pro. Effectivement, ils posent la question, j'avais des terminales une année qui me posaient la question, madame, pourquoi on n'a pas de philosophie en terminale pro et on sent, ils ressentent tellement ce sentiment de dépréciation comme les autres. Exactement, ils ont un bac, ils ont des modalités d'examen comme en bonne et due forme, et je trouve, on pense tous, de toute façon, les élèves les premiers, qu'il faudrait avoir un enseignement philosophique en voie professionnelle. Je peux juste dire que cette année, les professeurs de philo peuvent parfaitement travailler avec les professeurs d'histoire et d'autres, et même être les moteurs avec le concours national de la résistance et de la déportation. Le thème, je pense, est tout à fait pour eux. La négation de l'homme. Négation de l'homme, dans le les système concentrationnaire nazi. Et ils peuvent intervenir dans d'autres classes. Oui, bien sûr. Ils peuvent intervenir dans d'autres classes, justement, qui sont en train de préparer le concours, et là, ça nous permet d'intervenir en seconde. Juste pour dire, on a un concours qui s'appelle la Coupe nationale des élèves citoyens. Celui de cette année, c'est sur la démocratie. La finale, c'est au CESE le 10 mars. Et je rebondis sur ce que vous dites, parce que souvent, on a des classes, justement, de lycées pro qui sont, entre guillemets, en concurrence, parce que c'est un concours, avec d'autres, même de grands lycées parisiens, et qui, je vous assure, nous font des plaidoiries éblouissantes, qui s'éclatent, parce qu'en fait, ils travaillent vraiment, en plus, c'est très transversal, parce qu'il y a l'expression, le prof de français, enfin, tout le monde s'y met, et ça nous donne des prototypes extraordinaires, je vais vous le dire. Merci. Absolument, et en tant que webmaster du site national de la PAG, j'en profite pour dire qu'on peut retrouver l'ensemble justement des informations liées à ce concours et les inscriptions, ainsi que les éditions précédentes sur le site justement de la PAG, et on a publié le communiqué que vous avez eu la gentillesse de nous adresser il y a quelques semaines. Bon, une dernière question, je pense qu'on peut aller jusqu'à la demi avec notre ami Pierre Kerleroux qui c'est une remarque très générale que je fais depuis longtemps en assistant aux réunions de la PAG. Nous, les enseignants, surtout dans les deux disciplines en général, nous sommes à la fois des diffuseurs de normes et des éveilleurs aux questions. Nous essayons de faire les deux. Or, dans l'ensemble, nous n'aimons pas le premier des deux rôles. Nous avons tendance à vouloir le nier par héritage libertarien, je ne sais pas, et nous valorisons le second. Et le problème se pose encore plus en DCJS, EMC, etc. Est-ce que nous diffusons les normes? En général, nous avons tendance à nier que nous diffusons les normes. Enfin, nous n'aimons pas ce mot, le mot norme. Or, il vaut mieux l'assumer, enfin, je crois que beaucoup d'entre nous l'assument, mais on l'assume dans nos pratiques, mais on ne l'assume pas dans notre discours. Enfin, surtout dans notre discours public, où le deuxième rôle, l'éveilleur de questions, est beaucoup plus noble, beaucoup plus progressiste, alors que le premier peut être considéré comme suranné, poussiéreux, réactionnaire. Je pense que nous avons tort. Je pense que beaucoup d'entre nous l'assument, mais je pense qu'on devrait l'assumer plus qu'à moi. Alors, quelles normes diffusons-nous? Pas les normes de la Troisième République, mais nous diffusons les normes de la République actuelle. Bon, enfin voilà, nous diffusons la loi de 2004 sur les signes ostentatoires, et la loi de 2014 sur l'interdiction de la provocatrice dans l'espace public. Ça fait partie des normes républicaines. Ne serait-ce que les droits et les devoirs, pardon, je réponds quand même. Concernant les droits et les devoirs du citoyen, on parle beaucoup des droits du citoyen, mais il y a aussi des devoirs. Et les élèves sont très demandeurs de cadre, il faut revenir là-dessus. Je pense que tout est question comment on amène les choses. Et de la manière la plus objective qui soit, en ayant vraiment, je pense, conscience que nous sommes aussi des pédagogues. Nous sommes là pour éduquer, nous sommes là pour inculquer des valeurs, et ces élèves sont demandeurs de valeurs. Et si malheureusement nous arrivons à en cette période
vers des travers, vers des... voilà, ce sont parce que ce sont des élèves qui ont été aussi complètement paumés, qui ont besoin justement d'être cadrés. On trouve aussi des élèves qui vont justement dans le milieu militaire parce qu'ils n'ont pas reçu suffisamment de cadre. Et je pense vraiment que l'EMC peut correspondre à ce besoin. Ça dépend comment on l'amène. C'est comme tout.